Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Tutoriel SIG et Télédétection sous QGIS avec manuel et données libres. Cette vidéo relève de la partie consacrée au SIG de cette chaîne et présente la résolution de la troisième contextualisation ou exercice sous QGIS présenté en détail dans le manuel qui apparaît actuellement à l'écran, manuel intitulé Initiation à QGIS, travaux pratiques sur les systèmes d'information géographique SIG. Ce manuel et les données nécessaires pour réaliser cet exercice sont disponibles gratuitement à l'adresse reprise dans la description de cette vidéo sous cette vidéo. Ce troisième exercice est intitulé Contextualisation 3, aide à la gestion de l'eau en milieu rural dans le centre-est du Mali. Attention, pour rappel, pour réaliser cet exercice sans difficulté, il est très fortement conseillé d'avoir préalablement suivi la vidéo d'introduction générale de cette formation, et en particulier la section de cette vidéo relative à l'accès aux données qui correspond à la section 1.3 du manuel, section qui vous indiquera comment télécharger, décompresser et organiser correctement ces données sur votre ordinateur personnel. Il est important de suivre ces recommandations pour éviter tout bug lors de la réalisation de l'exercice. Cette vidéo d'introduction générale est disponible sur cette chaîne et via le lien renseigné dans la description de cette vidéo-ci, sous cette vidéo-ci. Notez également que le chapitrage, disponible dans la description de cette vidéo ci-dessous, vous permettra d'accéder rapidement aux différentes sections de cette vidéo. Je vais vous présenter dans un premier temps les objectifs pédagogiques de l'exercice et le temps nécessaire pour le réaliser. J'aborderai ensuite la contextualisation en tant que telle qui sera suivie par une brève présentation du schéma des opérations à suivre et je terminerai par vous indiquer quelles données et quels projets QGIS utiliser dans le dossier de formation. Cette troisième contextualisation est présentée juste avant la section 7.2 du manuel de formation, pages 94 à 96, pages qui apparaissent à l'écran. Les objectifs pédagogiques de cette contextualisation sont de vous faire découvrir les notions de jointure et de relation, et de vous faire réaliser techniquement des jointures spatiales et attributaires, de vous apprendre à calculer des statistiques et à réaliser des graphiques à partir de données attributaires, de vous apprendre à réaliser des calculs dans la table d'attributs, et de vous apprendre à mesurer des aires et périmètres, ce qui sera vu en fin d'exercice dans une deuxième partie de la contextualisation. Le temps nécessaire pour réaliser cet exercice en mode découverte et en autonomie devrait être approximativement de 2 heures. Et je vais maintenant lire avec vous cette troisième contextualisation intitulée Aide à la gestion de l'eau en milieu rural dans le centre-est du Mali. La région de Dinangourou dans le centre-est du Mali, bien que se situant dans le Sahel, a toujours de par le passé pu satisfaire ses besoins en eau, tant les éleveurs que les cultivateurs maraîchers. Cependant, depuis quelques années, un changement climatique prononcé se traduit par une diminution conséquente des précipitations et une certaine tension s'est installée pour la répartition de l'accès aux puits, situation qui pourrait rapidement dégénérer en conflit. Face à cette situation, les chefs des 12 villages de la région se sont réunis et ont décidé de prioriser l'accès aux 50 puits de la région sur base de la distance puits-village. Règle ancestrale qui n'était plus d'application étant donné l'abondance en eau des années passées. Il fut donc décidé que chaque puits serait exploitable en priorité par le village le plus proche. Il est cependant important de noter que les éleveurs et les cultivateurs, qui font de l'irrigation, n'ont pas les mêmes besoins en eau, avec 30 litres par jour par personne pour les éleveurs et 50 litres par jour par personne pour les cultivateurs. Les différents puits fournissent des quantités d'eau journalière variant entre 50 et 950 litres par jour. Les trois photos vous donnent un petit aperçu de l'environnement de cette contextualisation. Alors ça tombe bien puisque vous réalisez en ce moment un stage de géographe dans une ONG qui est basée à Gao, à l'est de cette région, et vous avez eu vent de la problématique. Vous vous proposez d'apporter une aide au chef de village via l'utilisation des SIG. Vos objectifs seront les suivants. Identifier de quel village chaque puits est le plus proche. Établir un indice de satisfaction en eau pour chaque village sur base du mode de vie de leurs habitants, cultivateurs versus éleveurs, de la démographie de chaque village et de la quantité d'eau totale disponible par village sur base des puits les plus proches. Et enfin, de réaliser une carte sommaire rendant compte de la situation, carte qui est présentée à la figure 63 page 128 et à laquelle nous pouvons déjà jeter un œil. Cette carte sommaire représente les 50 puits en bleu clair et les 12 villages selon un dégradé de couleur qui traduit l'indice de satisfaction en eau de chaque village, rouge pour les villages présentant un plus faible indice de satisfaction en eau, et bleu pour les villages présentant un indice de satisfaction en eau plus élevé.
Cette symbologie est accompagnée par l'affichage sur la carte du nom des villages et des valeurs d'indice de satisfaction en eau. Nous pouvons maintenant revenir à la page 96 du manuel, figure 41, qui vous présente le schéma des opérations à suivre pour réaliser cet exercice, qui vous permettra d'y voir plus clair dans le cheminement technique à suivre pour atteindre l'objectif de cette mission ou exercice. Dans ce schéma des opérations sont représentées sur fond rose et mauve les opérations à réaliser en tant que telles, c'est-à-dire les opérations qui nécessitent une action de votre part. Sur fond gris, les données initiales et celles résultant de traitement dans QGIS, et sur fond orange, le résultat final à obtenir. Notez également les numéros de 1 à 9, qui indiquent la chronologie à respecter dans la réalisation de cet exercice. Vous pouvez éventuellement prendre quelques secondes ou minutes pour prendre connaissance de manière plus détaillée de ce schéma, mais vous pouvez également vous laisser guider par les indications de cette vidéo ou du manuel et consulter le schéma de temps à autre au besoin, si à un moment vous vous sentez un peu perdu par rapport au fil conducteur de l'exercice et que vous désirez replacer une opération particulière dans la logique globale de l'exercice. Notez enfin que cet exercice de la contextualisation 3 est celui qui présente le schéma conceptuel le plus complexe de l'ensemble du manuel de formation. Faites donc un effort particulier pour bien comprendre la logique d'imbrication des différentes étapes techniques de cet exercice. Notez que les données nécessaires à cette étude sont disponibles dans le dossier Initiation SIGQGIS ACE, Données, dossier numéro 3 intitulé Jointure, relations, stats, calcul dans table, et que le projet QGIS à utiliser s'intitule Gestion de l'eau au Mali.qgz situé dans ce même dossier. Vous pouvez donc vous rendre dans ce dossier numéro 3, dans le dossier de formation, dans lequel vous retrouverez l'ensemble des données nécessaires pour réaliser cet exercice, et le projet QGIS, gestion de l'eau au Mali.qgz, que vous pouvez d'ores et déjà ouvrir. Notez enfin que l'encadré vert d'introduction de la contextualisation 3 décrit brièvement les données de départ, que je vous présenterai juste après. Cet encadré vous donne également les consignes initiales pour bien démarrer l'exercice. En particulier, notez que pour réaliser les différentes opérations en respectant la logique présentée dans le schéma des opérations, il vous faudra parfois faire des allers-retours dans les sections 7.8 et 7.9 du manuel. Suivez donc attentivement les indications de la vidéo ou celles reprises en italique sur fond vert dans le manuel qui vous serviront de fil rouge. Et nous allons donc commencer par utiliser l'outil Montrer le résumé statistique pour obtenir les statistiques descriptives de base sur les débits des 50 puits à partir du fichier 50 puits autour de dinangourou.shp en suivant les indications disponibles à la page 109 du manuel. Ceci correspond également à la première étape du schéma des opérations, reprise à ce niveau-ci dans le schéma des opérations. Pour ce faire, rendons-nous maintenant dans notre projet QGIS Gestion de l'eau au Mali, qui est maintenant ouvert, et qui devrait s'afficher comme ceci lors de sa première ouverture. Afin de localiser la zone d'étude dans un contexte géographique plus large, vous pouvez éventuellement dézoomer quelque peu, et vous rendre compte que la zone d'étude est bien en Afrique de l'Ouest, dans la région centre-est du Mali, à la frontière avec le Burkina Faso. Prenons d'abord quelques secondes pour découvrir les fichiers de données qui sont mis à notre disposition dans ce projet QGIS, avec dans un premier temps le fichier shapefile 12 villages autour de Dinangourou, qui va donc localiser les 12 villages de la zone d'étude, avec une symbologie dont la taille va varier en fonction de la démographie de chacun des villages. Nous pouvons également explorer la table d'attributs de cette couche d'information via un clic droit Ouvrir la table d'attributs. Et nous découvrons que cette table d'attributs est composée de 5 colonnes. La première colonne qui va reprendre le nom des villages, la deuxième colonne qui va reprendre la démographie de chacun des villages, la quatrième colonne qui va reprendre le type de population en format texte, cultivateur et éleveur, la troisième colonne qui va reprendre le type de population mais en format numérique, 1 ou 2, 1 pour les cultivateurs, 2 pour les éleveurs,
Et la dernière colonne qui va reprendre les besoins en eau par personne par jour avec, comme vous le voyez, un distinguo pour les éleveurs, 30 litres par personne par jour, et les cultivateurs, 50 litres par personne par jour. Nous pouvons maintenant fermer cette table d'attributs et nous intéresser à une deuxième couche d'informations, celle qui s'intitule 50 puits autour de Dinangourou. Il va donc localiser les 50 puits de la région, avec une symbologie dont la taille va varier en fonction du débit journalier de chacun des puits. Et à nouveau, nous pouvons explorer la table d'attributs de cette couche d'informations, qui ne contient qu'une seule colonne qui s'intitule débit puits, que vous pouvez classer par ordre croissant ou décroissant, pour vous rendre compte que le débit minimal observé dans la région est de 50 litres par jour et que le débit maximal est de 950 litres par jour, ce qui reste très très peu. Les autres couches d'informations présentes dans le panneau couches correspondent au Mali, au pays du monde, et enfin à une série de parcelles de coton bio du village de Yanlé, qui est donc le village que nous pouvons voir à ce niveau-ci. Ce fichier n'étant utile que pour la deuxième partie de l'exercice, il sera présenté un petit peu plus tard. Revenons rapidement à notre schéma des opérations, qui présente en tête de schéma les deux fichiers que je viens de vous présenter, les 12 villages autour de Dinangourou et 50 puits autour de Dinangourou. La première étape technique étant de réaliser un calcul de statistiques descriptives à partir du fichier 50 puits autour de Dinangourou, avec l'outil qui s'appelle Montrer le résumé statistique. Cette opération, très simple et très rapide, nous permettra donc d'obtenir un descriptif statistique de base concernant les valeurs de débit de l'ensemble des puits de la zone. Et vous pourrez identifier cet outil Montrer le résumé statistique dans votre interface QGIS à l'aide de cette icône-ci. Nous allons donc nous rendre maintenant dans notre projet QGIS, tenter de retrouver cet outil, qui dans mon cas se situe à ce niveau-ci. Je vais donc ouvrir cet outil, et je vais choisir la couche à partir de laquelle je veux réaliser un calcul statistique. Dans mon cas, la couche 50 puits autour de Dinangourou. Je sélectionne donc cette couche, et je vais ensuite sélectionner la colonne ou le champ sur lequel je veux réaliser ce calcul statistique. Dans ce cas-ci, il n'y a qu'une seule colonne dans cette couche d'information qui s'intitule débit puits. Je sélectionne donc cette colonne, et comme vous le voyez, automatiquement, une série de statistiques descriptives de base sont calculées à partir des informations présentes dans cette colonne débit puits. Nous avons par exemple le nombre de valeurs présentes dans cette colonne, la somme de l'ensemble des valeurs, la moyenne, la médiane, l'écart type, le minimum, le maximum, la plage de valeur totale, etc. Ceci nous donne donc un aperçu rapide de la caractérisation des valeurs de débit des puits dans la région. Nous pouvons ensuite fermer cette fenêtre. Les indications pour réaliser cette première opération sont présentées à partir de la page 109 à la section 7.9.1.1, l'outil Montrer le résumé statistique du manuel de formation, avec notamment une capture d'écran du résultat. Alors attention, notez que dans le manuel de formation, à la fin de la section présentant ce premier exercice, une petite note vous indique à quelle section du manuel vous allez devoir vous référer pour passer à la deuxième étape de l'exercice. Et en particulier, on vous demande donc ensuite de vous rendre à la section 7.8.1.1.1, page 98, pour réaliser une jointure basée sur la localisation des entités de deux fichiers, ce qui va donc correspondre à la deuxième étape du schéma des opérations. Alors afin de savoir où trouver dans le manuel les informations nécessaires pour réaliser l'étape numéro 2 du schéma des opérations qui correspond à la réalisation d'une jointure spatiale, vous pouvez, comme je le disais précédemment, vous référer à la fin de la section qui a été utile pour la réalisation de l'étape 1, l'étape précédente. Je vais donc me rendre à la fin de la section relative à l'étape 1, qui était donc pour rappel la section l'outil montrer le résumé statistique disponible à la page 109. Je me rends en fin de section. Et en fin de cette section, on me dit de passer à la page 98 pour réaliser une jointure basée sur la localisation des entités de deux fichiers, ce que je fais.
Et donc à ce niveau-ci, je trouverai les informations nécessaires pour pouvoir réaliser cette jointure basée sur la localisation. Mais avant de réaliser cette première jointure par localisation, notez que la section 7.8 du manuel, à la page 97, vous présente plus globalement les concepts de jointure et de relation entre deux tables d'attributs. Ces deux notions sont donc définies dans le manuel à ce niveau-ci, notions que nous n'allons pas présenter dans le cadre de cette vidéo par souci de concision, mais libre à vous d'en prendre connaissance en lisant le manuel. De plus, notez que d'un point de vue technique, seule la jointure sera abordée dans le cadre des exercices de ce manuel. Les relations ne seront pas utilisées et elles sont donc mentionnées à titre d'information. Remarquez ensuite que la section 7.8.1, qui s'intitule Créer une jointure entre deux tables, vous indique en introduction qu'il existe deux types de jointures dans QGIS. Les jointures basées sur la localisation spatiale ou position relative des entités spatiales de deux fichiers, et les jointures basées sur un attribut commun à deux tables. Ces deux types de jointures seront présentés et utilisés dans le cadre de cet exercice. Et avant de réaliser la première jointure du schéma des opérations, qui est une jointure basée sur la localisation spatiale, je vais vous expliquer ce concept de jointure basée sur la localisation spatiale à partir d'une illustration qui est présentée à la figure 43 que voici, page 99. Et je vous propose dans un premier temps de zoomer sur la partie supérieure de cette figure 43 qui présente les deux couches d'informations vectorielles de type point qui ont été présentées en introduction de l'exercice, à savoir la couche qui représente les 50 puits de la zone d'étude, représentée sous forme de cercle bleu. Ces 50 puits sont associés à une table d'attributs qui contient bien évidemment 50 entrées, qui présente, comme on l'a vu, les débits des puits. Nous avons ensuite une deuxième couche d'informations qui va représenter les 12 villages de la zone d'étude. Et ces 12 villages sont associés également à une table d'attributs qui est représentée dans la partie droite de la figure. Table d'attributs qui a été présentée précédemment et qui contient toute une série d'informations décrivant chacun des villages, dont le nom des villages, la démographie des villages, le type de population et les besoins en eau des personnes dans ces villages. Nous avons donc des informations différentes dans chacune des deux tables d'attributs, et à travers la jointure par localisation spatiale, nous allons intégrer les informations présentes dans la table d'attributs de la couche 12 villages dans la table d'attributs des 50 puits. Et ceci en utilisant comme règle d'association puits-village la règle de distance la plus courte entre chacun des puits et les villages à associer. Nous pouvons maintenant nous référer à la deuxième partie de cette figure 43 qui explique l'action de la jointure spatiale basée sur la notion de distance la plus courte entre chaque puits et chaque village. Ainsi, si nous considérons le village de Takuba, eh bien la jointure spatiale va automatiquement identifier l'ensemble des puits qui sont les plus proches de ce village. Et cette jointure va donc associer l'information de ce village à l'ensemble des puits les plus proches de ce village. De manière similaire, si nous considérons le village de Kolinki, eh bien la jointure par localisation va automatiquement identifier l'ensemble des puits qui sont les plus proches de ce village. Et cette jointure va donc intégrer les informations du village de Kolinki à chacun des puits les plus proches de ce village. Le résultat de cette jointure sera donc une table dans laquelle nous allons retrouver les informations sur les 50 puits. C'est une table dans laquelle il y aura donc 50 enregistrements ou 50 lignes, une ligne pour chacun des puits, et pour chacun des puits, les informations du village le plus proche y seront associées. Et comme vous le voyez à ce niveau-ci, plusieurs puits ont comme village le plus proche le village de Kolinki. C'est ce que nous voyons à ce niveau-ci. En résumé, retenez donc que la jointure par localisation spatiale permettra d'associer à chacun des 50 puits les attributs du village le plus proche. Si cette notion de jointure spatiale vous apparaît encore un peu floue, vous pouvez mettre la vidéo en pause et prendre quelques minutes pour relire les indications du manuel de formation à ce propos. Nous allons donc maintenant réaliser cette jointure spatiale qui correspond à l'étape numéro 2 du schéma des opérations, avec une fonction qui s'appelle joindre les attributs par le plus proche. Et à travers cette jointure, l'idée est donc bien d'intégrer dans la couche 50 puits autour de Dinanguru les informations qui proviennent de la couche 12 villages autour de Dinanguru, et pas l'inverse.
Cette fonction joindre les attributs par le plus proche est donc documentée dans le manuel de formation aux pages 98 et 99. Et je vais vous montrer dans l'interface de QGIS comment utiliser cette fonction. Cette fonction est accessible via le menu Traitement, Boîte à outils. Pour rappel, si le menu Traitement ne s'affiche pas dans votre interface, vous pourrez toujours le faire réapparaître en allant dans le menu Extensions, Installer, gérer les extensions, et ensuite, via l'onglet Toutes, vous pourrez rechercher l'extension Processing que vous allez retrouver à ce niveau-ci. Vous pouvez éventuellement désactiver cette extension et ensuite la réactiver pour ensuite fermer cette fenêtre présentant l'ensemble des extensions. Et maintenant, le menu Traitement devrait apparaître dans votre interface. Via ce menu, vous accédez donc à la boîte à outils. Et dans cette boîte à outils de traitement, vous allez pouvoir trouver les outils généraux pour les vecteurs. Et ensuite, chercher la fonction qui s'appelle Joindre les attributs par le plus proche, qui apparaît à ce niveau-ci. Afin de trouver cet outil plus rapidement, vous pourriez peut-être plus simplement taper le nom de cet outil dans le menu de recherche de la boîte à outils de traitement, à savoir joindre les attributs par le plus proche, et vous tombez assez rapidement donc sur cette fonction-ci. Vous pouvez ensuite ouvrir cette fonction qui apparaîtra comme ceci dans votre interface. Et vous allez devoir paramétrer correctement cette fonction, comme indiqué à la figure 44, page 100 du manuel de formation, qui présente donc une capture d'écran du paramétrage correct de cette fonction. Nous allons donc devoir identifier dans un premier temps la couche source, qui dans notre cas sera la couche 50 puits autour de Dinanguru, qui est donc la couche dans laquelle nous voulons ajouter des informations à travers le processus de jointure par localisation, basé sur le concept de plus courte distance. Nous allons ensuite devoir indiquer à ce niveau-ci la couche d'information qui contient les informations que nous voulons intégrer dans la première couche. Et nous allons donc choisir la couche 12 villages autour de Dinanguru. Passez les paramètres suivants pour directement arriver au paramètre préfixe de champ joint, où vous pourrez indiquer J1 underscore. Ceci va ajouter un préfixe à l'entête des colonnes de l'ensemble des informations ajoutées dans la couche source. Ceci va permettre de facilement identifier dans la table attributaire qui contiendra la jointure l'ensemble des informations qui proviendront de la couche en entrée numéro 2, c'est-à-dire de la couche sur les 12 villages. Les colonnes du fichier 12 villages qui auront été intégrées dans le fichier 50 puits à travers le processus de jointure par localisation auront toutes une en-tête de colonne qui va commencer par le préfixe qui est indiqué à ce niveau-ci. Si ce n'est pas très clair pour vous, à ce moment-ci, ce n'est pas très grave, vous allez comprendre l'utilité de ce paramétrage assez rapidement dans la suite de l'exercice. Nous y reviendrons. Vous devez ensuite, et c'est important, préciser ici le paramètre couche issue de la jointure, c'est-à-dire en fait le répertoire dans lequel vous désirez enregistrer le résultat de votre jointure par localisation. Donc ce processus de jointure par localisation va créer une nouvelle couche d'informations que vous devez donc enregistrer vers un fichier. Faites donc attention à ce niveau-ci de bien choisir l'option enregistrer vers un fichier et pas l'option créer une couche temporaire, puisqu'une couche temporaire sera automatiquement effacée lors de la fermeture de votre projet QGIS. Afin donc de pouvoir conserver cette couche d'information de manière permanente sur votre disque dur, vous allez opter pour l'option enregistrer vers un fichier et naviguer vers le répertoire dans lequel vous voulez enregistrer cette couche de manière permanente, à savoir dans ce cas-ci le dossier numéro 3, jointure, relation, stat, calcul dans table. Je rentre donc dans ce dossier numéro 3 et je vais nommer cette couche d'information résultant de la jointure. Et afin de respecter les indications présentes dans le manuel, je vais nommer cette couche 50 puits 12 villages. Et faites en sorte de choisir le type de fichier shp.shp afin d'enregistrer votre couche en format shapefile. Vous pouvez donc ensuite valider l'enregistrement, éventuellement revérifier que le paramétrage de votre fonction de jointure par localisation est correct et correspond aux indications du manuel, page 100. Et après cette vérification, vous allez donc pouvoir exécuter cette fonction. La réalisation de la jointure est assez rapide. L'onglet Journal d'exécution va s'afficher automatiquement dans votre interface et vous indiquer si le processus s'est déroulé correctement.
Dans ce cas-ci, je vois que l'exécution a été terminée en 1/10 de seconde et que l'opération est donc terminée. En cas de problème ou de bug, vous devriez obtenir un message en rouge dans cette interface. Si vous n'avez pas de message d'erreur, c'est probablement que la jointure s'est déroulée correctement et vous pouvez donc fermer cette fenêtre de jointure par localisation. Vous pouvez également fermer la boîte à outils de traitement. Et n'oubliez pas qu'il est indiqué de sauvegarder de temps en temps votre projet QGIS en cliquant sur la disquette comme ceci. Et ceci afin d'éviter de perdre quelques informations en cas de crash du projet QGIS. Comme toujours dans QGIS, après avoir réalisé une opération, il est toujours important de vérifier que l'opération s'est déroulée correctement, même si QGIS n'a pas affiché de message d'erreur. Et pour ce faire, dans ce cas-ci, nous allons vérifier que la nouvelle couche d'information produite résultant de la jointure par localisation a été correctement ajoutée dans notre interface QGIS. Alors vous pouvez rechercher dans votre panneau latéral de gauche couche si vous trouvez cette nouvelle couche d'information qui doit s'intituler 50 puis 12 villages. Vous voyez que dans mon cas, cette couche d'information apparaît correctement. Afin de pouvoir la visualiser correctement dans l'interface de visualisation spatiale, vous pouvez simplement la faire remonter dans le panneau couche, au-dessus de la couche des 50 puis initiales. Et afin de vérifier que le processus de jointure en tant que tel s'est réalisé correctement, vous allez ouvrir la table d'attributs de cette couche 50 puis 12 villages via un clic droit, ouvrir la table d'attributs. La table d'attributs devrait ressembler à ceci, avec, comme vous le voyez, la colonne de départ caractérisant les 50 puits, la colonne intitulée débit puits, et puis une série de colonnes supplémentaires qui sont le résultat de la jointure par localisation spatiale, qui correspondent aux informations provenant du fichier sur les 12 villages, avec le nom des villages, la démographie, le type de population et les besoins en eau des populations. Comme expliqué tout à l'heure, eh bien, vous voyez qu'un préfixe a été automatiquement ajouté à l'ensemble de ces colonnes, dans ce cas-ci le préfixe J1 underscore, paramètre que nous avons commenté tout à l'heure au moment du paramétrage de la fonction de jointure par localisation spatiale. Ce paramétrage permet donc de maintenant facilement distinguer, d'une part, les colonnes initiales du fichier, et d'autre part, les colonnes qui ont été ajoutées à travers le processus de la jointure. Alors, une série d'autres colonnes ont été ajoutées également dans cette table d'attributs, que nous n'allons pas toutes commenter, mais cependant, la colonne distance est intéressante, puisqu'elle va exprimer en mètres la distance entre chaque puits et le village le plus proche. Et lorsque cette distance est égale à 0, eh bien cela veut simplement dire que le puits est au milieu du village. Les informations semblent avoir été jointes correctement dans la table d'attributs de cette nouvelle couche d'informations, mais nous pouvons cependant encore faire une vérification en triant la colonne J1 village par ordre croissant ou décroissant, afin d'identifier un village particulier, pourquoi pas le village de Kolinki. Et pour ce village, nous allons simplement sélectionner via la marge de gauche de la table d'attributs l'ensemble des lignes correspondant à ce village. De cette manière, nous sélectionnons l'ensemble des puits pour lesquels le village Kolinki est le village le plus proche. Nous pouvons ensuite vérifier dans l'interface de visualisation spatiale ce que cela donne. Nous identifions le village de Kolinki à ce niveau-ci. Les points sélectionnés dans la table d'attributs vont donc apparaître en jaune dans l'interface de visualisation spatiale, ce qui correspond donc à l'ensemble de ces puits qui apparaissent ici en jaune. Et nous voyons que ces puits sont donc bien les puits les plus proches du village de Kolinki, et que donc le processus de jointure par localisation spatiale sur base de la distance la plus courte a fonctionné correctement. En tout cas pour ce village, et donc nous supposons que la jointure a également fonctionné correctement pour l'ensemble des villages. Une fois cette vérification faite, n'oubliez pas de désactiver cette sélection de quelques puits en utilisant ce bouton-ci qui va donc vous permettre de désélectionner toutes les entités. Si vous ne réalisez pas cette désélection, vous prenez le risque que l'utilisation ultérieure d'une autre fonction travaillant sur cette couche d'information ne considère que les entités sélectionnées et ne réalise pas le traitement sur l'ensemble de la couche d'information. Et donc par sécurité, dans ce cas-ci, il est préférable de désélectionner les entités que nous avions sélectionnées. Et donc pour résumer, cette table d'attributs va donc nous indiquer à quel village est associé chacun des puits. Vous pouvez ensuite fermer cette table d'attributs.
Et dans le manuel de formation, à la page 102, à la fin de la section consacrée à la jointure par localisation, cet encadré vert vous indique à quelle section du manuel de formation vous allez devoir vous rendre pour pouvoir réaliser l'étape suivante du schéma des opérations, qui sera donc présentée à la page 111. Opération qui consistera en un calcul de statistiques par catégorie. Revenons quelques instants au schéma des opérations à la page 96. Nous allons donc aborder maintenant la troisième étape de ce schéma, qui correspond au calcul de statistiques par catégorie. Nous allons voir dans un instant ce que cela veut dire. Calcul de statistiques qui sera réalisé à partir du fichier résultant de l'étape précédente, de l'étape numéro 2. L'étape numéro 2 nous a permis de produire le fichier 50 puits 12 villages, et ce fichier va donc être utilisé pour l'étape numéro 3 de statistiques par catégorie. Le résultat de cette étape numéro 3 sera une table que nous appellerons statistiques par catégorie somme eau disponible par village.csv. Ce sera donc un fichier CSV que vous pourrez ajouter manuellement dans QGIS comme une nouvelle couche vectorielle. Nous verrons cela dans un instant. Alors l'objectif de cette étape, de même que la présentation de l'outil statistique par catégorie, sont présentés à la page 111 du manuel de formation, à la section 7.9.1.3. Dans le cadre de l'exercice Mali, l'outil statistique par catégorie va vous permettre de calculer la somme des quantités d'eau disponibles par groupe de puits rattachés à chacun des villages. Un groupe de puits correspond donc aux puits les plus proches d'un village donné, et ceci pourra donc se faire à partir du fichier 50 puits 12 villages. Revenons dans notre projet QGIS pour utiliser cette fonction. Cette fonction, nous allons la trouver dans le menu Traitement, boîte à outils de traitement, et nous allons rechercher cette fonction par son nom dans le menu de recherche. Nous identifions donc à ce niveau la fonction statistique par catégorie que nous pouvons donc ouvrir. La fonction se présente comme ceci et nous allons donc devoir, comme d'habitude, la paramétrer correctement. Notez que le manuel de formation présente le paramétrage correct de cette fonction à la figure 53, page 112. Nous allons donc dans un premier temps choisir la couche vectorielle en entrée, c'est-à-dire la couche d'information à partir de laquelle nous voulons réaliser ce calcul de statistiques par catégorie. Dans notre cas, ce sera la couche 50 puits 12 villages. Nous allons ensuite sélectionner le champ pour calculer les statistiques, champ ou colonne pour calculer les statistiques. Dans notre cas, nous voulons calculer des statistiques sur les débits des puits. Et nous devons identifier le champ ou la colonne avec la ou les catégories à ce niveau-ci grâce à ce bouton-ci. Une nouvelle interface apparaît qui va donc nous permettre d'identifier la colonne qui contient l'information de type catégorie. Et dans notre cas, la catégorie correspondra au nom des villages. Je vais donc sélectionner la colonne J1 village. Je peux valider ce choix et revenir à l'interface principale de paramétrisation de cette fonction. Et ensuite, il me reste simplement à sélectionner le répertoire de sortie dans lequel je vais enregistrer la couche résultante de cette opération. Je vais donc, comme d'habitude, enregistrer cette couche vers un fichier et non pas vers une couche temporaire, vers un fichier, qui sera donc un fichier enregistré de manière permanente sur mon disque dur. Je navigue bien évidemment vers le dossier 3 de la formation, et vous allez nommer votre fichier comme ceci, statistiques par catégorie, somme eau disponible par village. Donc pour rappel, il est toujours important de nommer vos fichiers de telle sorte que le nom du fichier vous permette d'identifier facilement le contenu en information de ce fichier. Soyez donc le plus explicite possible au niveau de la dénomination de vos fichiers. Alors attention, petite particularité dans ce cas-ci, le type de fichier en sortie ne sera pas SHP, mais ce sera un fichier CSV, donc un fichier comma separated value, CSV, comma separated value, c'est-à-dire des valeurs qui sont séparées par un comma, c'est-à-dire par une virgule. Ce sera donc un fichier texte, donc faites attention de bien choisir cette extension .csv. Vous pouvez ensuite enregistrer votre fichier.
Et après vérification du paramétrage correct de votre fonction, vous pouvez exécuter cette fonction. À nouveau, vérifiez dans le journal de votre fonction que vous n'avez pas de message d'erreur, qui apparaîtrait en rouge si c'était le cas. Dans mon cas, le processus s'est déroulé correctement et je peux donc fermer cette fonction. De même que la boîte à outils de traitement. Alors comme d'habitude, après avoir réalisé une opération dans QGIS, je vais vérifier que le résultat produit par QGIS correspond correctement à mes attentes. Je retrouve la couche d'information produite à ce niveau-ci, dans mon panneau couche. Elle correspond à une table qui s'intitule Statistiques par catégorie somme eau disponible par village, table que je peux ouvrir via un clic droit, ouvrir la table d'attributs. Et voici à quoi correspond cette table. Donc notez dans un premier temps que cette table est composée de 12 lignes. Chaque ligne correspond à un village. Le village correspondait à la catégorie du calcul que nous avons fait, et donc nous n'aurons qu'une seule information par village. Et donc nous n'aurons plus dans la table d'attributs qu'une seule ligne ou un seul enregistrement par village. Et par exemple, si nous prenons le village de Kolinki, eh bien, nous aurons une série de statistiques qui ont été calculées sur l'ensemble des débits des puits les plus proches de ce village. Statistiques de différents types, par exemple minimum, maximum, range, somme, moyenne, médiane, etc. Et attention, la seule statistique qui nous intéresse dans le cadre de cet exercice, parmi l'ensemble des statistiques calculées, est la statistique somme. Donc la somme de l'eau disponible pour chacun des villages. Et sur base de cette table d'attributs, nous voyons que le village qui aura accès à la plus grande quantité d'eau par jour est le village de Kolinki, avec 4100 litres d'eau par jour. Et le village qui aura accès au moins d'eau est donc le village de Yoro, avec 250 litres d'eau par jour. Et si vous avez sélectionné dans votre table d'attributs certaines entités, vous pouvez les désélectionner avec ce bouton-ci. Vous pouvez ensuite fermer cette table d'attributs et sauvegarder votre projet QGIS. Une fois ce calcul de statistiques par catégorie réalisé, la fin de la section consacrée à la présentation de cette fonction vous indique de revenir à la page 104 pour pouvoir réaliser l'étape suivante du schéma des opérations qui correspond à une jointure attributaire. C'est ce qui sera présenté dans l'étape suivante. Voilà, revenons au schéma des opérations globales de la page 96. Nous avons déjà réalisé les 3 premières étapes, avec à l'instant la production d'une table au format CSV intitulée Statistiques par catégorie somme de l'eau disponible par village, à ce niveau-ci. Et nous allons maintenant passer à la 4e étape qui consiste en la réalisation d'une jointure par attribut. Alors avant de réaliser techniquement cette jointure par attribut, je vais vous présenter le concept de jointure par attribut ou jointure attributaire en me basant sur la figure 47 disponible à la page 104 du manuel de formation. Pour rappel, le principe général de jointure a pour vocation d'ajouter des informations provenant d'une table dans une autre table, selon une certaine logique, selon certaines règles. Nous avons vu précédemment la notion de jointure par localisation, utilisant la distance la plus courte entre entités spatiales pour intégrer les informations d'une table d'attributs dans une autre. La jointure attributaire va suivre une toute autre logique qui va se baser uniquement sur les informations qui sont présentes dans chacune des 2 tables d'attributs à intégrer l'une avec l'autre. Et donc il n'y aura plus de notion de distance spatiale entre entités spatiales dans ce cas-ci. Alors si nous nous référons à ce schéma de la figure 47, nous pouvons considérer dans un premier temps les 2 tables à intégrer l'une avec l'autre. Nous avons donc la table de départ, que nous appellerons Input Table dans cette figure, qui est donc la table d'attributs dans laquelle nous voulons intégrer des informations provenant d'une autre table. Cette autre table s'appellera dans ce cas-ci la Join Table, et le processus de jointure attributaire permettra donc d'intégrer ces informations de la Join Table dans l'Input Table pour obtenir une Input Table améliorée contenant donc les informations de la table jointe. Alors, quelle est la logique qui est utilisée pour intégrer les informations de ces 2 tables l'une avec l'autre?
Eh bien, pour qu'une jointure attributaire puisse se réaliser, il est nécessaire qu'une colonne dans chacune des deux tables présente le même type d'information. Dans ce cas-ci, la colonne attribute A dans l'input table, qui contient une série d'informations de type ABCD, et dans la join table, la colonne attribute C, qui contient des informations ACE. Étant donné que ces deux colonnes contiennent des informations qui sont en partie identiques, nous retrouvons la lettre A à ce niveau-ci et à ce niveau-ci, la lettre C à ce niveau-ci et à ce niveau-ci. Eh bien, QGIS va pouvoir utiliser cette propriété pour intégrer les informations de la join table dans l'input table. Ces colonnes seront donc appelées les join fields en anglais ou les champs de jointure, les colonnes de jointure. Ce sont deux colonnes dans chacune des deux tables qui contiennent une information identique qui permettent donc de réaliser cette jointure attributaire. Concentrons-nous maintenant sur la table résultant de cette jointure attributaire. Nous remarquons que la première ligne va intégrer à la fois les informations A et water de la première table, mais également l'information 100 de la deuxième table qui était associée dans cette table à la lettre A. La troisième ligne va intégrer la lettre C et grâce de la table de départ et la valeur 500 de la table jointe. Et les autres lignes, la ligne 2, la ligne 4 et la ligne 5, n'intégreront que des informations soit de la table de départ, soit de la table jointe, étant donné qu'il n'y a pas de correspondance pour les lettres B, D et E dans les deux tables. Voilà pour l'explication du principe de jointure attributaire ou jointure par attribut. Si l'explication n'est pas suffisamment claire pour vous, prenez quelques secondes ou quelques minutes pour relire cette section du manuel de formation. Alors, si nous revenons au schéma des opérations, c'est donc l'étape numéro 4 qui correspond à cette jointure par attribut. Et cette jointure par attribut va devoir être réalisée à partir de la couche 50 puis 12 villages qui sera considérée comme étant la couche de base, la couche de départ, l'input table, et la table jointe sera le fichier CSV que nous avons calculé à l'étape précédente. Alors, quel est concrètement le but de cette opération de jointure par attribut? Eh bien, dans le cadre de l'exercice Mali, nous allons simplement vouloir rapatrier dans une seule couche d'informations l'ensemble des informations actuellement disponibles dans la couche 50 puis 12 villages, qui correspond donc pour rappel à cette table-ci, table dans laquelle nous n'avons pas l'information sur la somme de l'eau disponible pour chacun des villages en faisant la somme de l'eau des puits les plus proches, table à laquelle nous voulons donc associer les statistiques calculées à l'étape précédente, statistiques qui, pour rappel, correspondent à cette information-ci, à la colonne somme, dans le fichier statistiques par catégorie somme eau disponible par village. À travers le processus de jointure attributaire, nous allons donc faire passer en particulier cette information sur la somme de l'eau disponible par village, l'information qui est donc contenue dans cette colonne spécifique. Nous allons l'intégrer dans la table d'attributs de la couche 50 puis 12 villages afin d'avoir cette information sur la somme de l'eau disponible par village dans cette couche d'information-ci. Alors, si vous vous rappelez l'explication donnée sur le principe de jointure attributaire, pour que cette jointure attributaire puisse avoir lieu, il est nécessaire d'avoir dans chacune des tables d'attributs à joindre l'une avec l'autre une colonne qui va contenir une information identique dans chacune des tables, colonne qui va donc permettre de faire le lien ou la jointure en tant que telle. Alors, dans notre cas de figure, la colonne qui permettra de faire le lien ou la jointure, c'est-à-dire une colonne qui contient la même information dans les deux tables, ça sera la colonne J1 village, qui contient dans ce cas-ci le nom des villages. Et si on regarde dans le fichier CSV, nous retrouvons également une colonne J1 village qui contient le nom des villages. Alors les noms de ces colonnes pourraient être différents. Cela n'a pas beaucoup d'importance pour la réalisation de la jointure. Ce qui est important, c'est que ces deux colonnes contiennent des informations identiques, dans ce cas-ci, les noms des villages. Alors les indications pour réaliser cette jointure par attribut, qui correspond à l'étape numéro 4 du schéma des opérations, sont présentées à la page 104 à la section 7.8.1.2, intitulée Jointure basée sur un attribut commun à deux tables. Et comme vous le voyez à ce niveau-ci, dans le cadre de cet exercice, vous aurez en fait deux jointures attributaires à faire.
la première jointure attributaire qui va nous occuper à l'instant et une deuxième jointure attributaire que nous aurons à réaliser tout à l'heure. Alors pour réaliser une jointure attributaire dans QGIS, ce n'est pas très compliqué. Vous allez dans un premier temps devoir identifier la couche de départ, c'est-à-dire la couche dans laquelle vous voulez réaliser cette jointure attributaire. Dans notre cas, ce sera la couche 50 puits 12 villages. Alors la réalisation d'une jointure attributaire ne se fait pas à l'aide d'un outil de traitement, et donc nous n'allons pas utiliser la boîte à outils, mais nous allons par contre faire un clic droit sur la couche d'intérêt et accéder aux propriétés de cette couche. Une fois la fenêtre propriétés de la couche ouverte, vous allez pouvoir identifier dans le panneau latéral de gauche le menu de jointure à ce niveau-ci. Et vous voyez que cette interface, qui est vide actuellement, va vous permettre d'ajouter une nouvelle jointure dans cette table. Je vais donc cliquer sur la croix verte, qui va donc me permettre de paramétrer la réalisation de la jointure attributaire. Je vais donc dans un premier temps choisir la couche que je veux joindre à ma couche de base. Dans mon cas, ce sera la couche qui correspond aux statistiques par catégorie, donc le fichier CSV. C'est donc le fichier qui reprend l'information sur la somme de l'eau disponible pour chacun des villages lorsque l'on considère les puits les plus proches de chacun des villages. Vous allez ensuite devoir identifier les colonnes ou les champs qui vous permettront de réaliser cette jointure, c'est-à-dire les colonnes dans chacune des deux tables qui contiennent une information identique qui permettent de réaliser donc cette jointure. Nous venons de dire que ces colonnes correspondaient aux colonnes J1 village, à la fois dans la table jointe, J1 village, mais également dans la table de départ dans laquelle nous réalisons cette jointure. Faites donc attention de bien choisir la colonne J1 village à ce niveau-ci. Et vous allez pouvoir choisir à ce niveau-ci donc les champs ou les colonnes que vous désirez joindre dans la couche de départ. Et finalement, la seule colonne que nous souhaitons intégrer à partir du fichier CSV, c'est la colonne qui reprend l'information sur la somme de l'eau disponible dans chacun des villages. Alors nous pouvons en plus, par mesure de sécurité et pour pouvoir vérifier ultérieurement que la jointure s'est déroulée correctement, ajouter la colonne J1 village, ce qui nous permettra de vérifier que l'association entre colonnes a été faite correctement par QGIS au moment de la réalisation de la jointure. Le processus de jointure attributaire ne va donc dans ce cas-ci ajouter que deux colonnes, J1 village et somme, dans la table d'attributs de départ. Vous pouvez également, comme tout à l'heure, personnaliser le préfixe du nom du champ de jointure. Et comme il s'agit dans ce cas-ci de notre deuxième jointure, nous allons logiquement appeler ce préfixe J2 underscore. Vous pouvez ensuite vérifier comme d'habitude que le paramétrage de votre fonction est correct. Et une fois que cela est fait, vous pouvez donc valider pour réaliser cette jointure. Après validation, votre jointure va donc apparaître à ce niveau-ci avec toute une série d'informations caractérisant cette jointure, mais ceci correspond à des détails techniques. Nous n'allons donc pas les commenter davantage. Notez simplement que si vous remarquez que votre jointure n'était pas correcte, vous pourriez la sélectionner, la supprimer pour éventuellement ajouter une nouvelle jointure. Vous pourriez également modifier votre jointure à l'aide de ce bouton-ci. Alors, je vais donc valider et fermer cette fenêtre de réalisation de jointure attributaire. Et comme d'habitude, après avoir réalisé une opération dans QGIS, eh bien, je vais vérifier que cette opération s'est réalisée correctement en explorant la table d'attributs de mon fichier de départ, 50 puits 12 villages. Clic droit, ouvrir la table d'attributs. Je retrouve toutes les informations initiales avec le débit des puits, les informations qui avaient été associées à travers la première jointure par localisation, des informations supplémentaires, et si je me déplace dans les dernières colonnes de ma table d'attributs, eh bien, je vois que j'ai deux nouvelles colonnes qui commencent par le préfixe J2 underscore, qui indique bien que ces deux colonnes ont été ajoutées à travers le processus de la deuxième jointure, la jointure attributaire, avec une première colonne qui reprend le nom des villages et une deuxième colonne qui correspond à la somme de l'eau disponible par village.
Cette première colonne J2, J1 village nous permet de vérifier éventuellement que QGIS a travaillé correctement en associant correctement le village de Yoro de la table jointe avec le village de Yoro de la table de départ. Le village de Yanlé de la table jointe avec le village de Yanlé de la table de départ. Et donc on voit que QGIS ne s'est pas trompé. Et donc nous sommes rassurés par rapport à la bonne exécution de cette jointure attributaire. Et nous avons maintenant dans ce fichier 50 puis 12 villages une information que nous n'avions pas précédemment, à savoir donc cette information sur la somme de l'eau disponible par village. Nous pouvons donc maintenant fermer cette table d'attributs. Ceci clôture l'étape numéro 4 du schéma des opérations et nous avons donc comme résultat dans notre projet QGIS une couche d'information qui s'appelle 50 puis 12 villages. Le exp ici est une erreur. Le nom de la couche correspond bien à 50 puis 12 villages.shp. Couche d'information avec jointure dans la table d'attributs qui va donc contenir l'information sur la somme de l'eau disponible par village. Nous avons donc maintenant à disposition cette couche d'information-ci. Et nous allons pouvoir passer à l'étape suivante, qui est une étape très simple, une étape purement technique, une étape d'exportation de cette couche d'information vers une autre couche d'information. Nous allons donc passer à l'étape numéro 5 du schéma des opérations, qui correspond à une simple exportation d'une couche d'information vers une autre couche d'information. Alors pourquoi réaliser cette exportation? Simplement parce que l'information provenant de la jointure attributaire pourrait être effacée par mégarde si nous ne réalisons pas cette exportation vers une nouvelle couche d'information. Nous avons remarqué tout à l'heure dans les propriétés de la couche 50 puis 12 villages qu'il était possible de supprimer cette jointure. Et donc pour éviter que les informations associées à cette jointure puissent être supprimées de cette manière, peut-être par inadvertance, nous allons simplement exporter la couche 50 puis 12 villages qui contient déjà l'information sur la jointure vers une nouvelle couche d'information dans laquelle il ne sera plus possible d'effacer de cette manière les informations jointes par jointure attributaire. Alors l'exportation de la couche en tant que telle se réalise de manière très simple via un clic droit sur la couche 50 puis 12 villages, clic droit, exporter, sauvegarder les entités sous, et vous allez ensuite devoir simplement paramétrer correctement cette interface d'exportation en choisissant dans un premier temps le format d'exportation qui sera bien le format Esri Shapefile. Donc vérifiez que vous avez bien le format Esri Shapefile comme format d'exportation à ce niveau-ci. Vous allez ensuite pouvoir spécifier la couche d'exportation, c'est-à-dire le répertoire dans lequel vous allez vouloir exporter cette couche et le nom que vous allez donner à cette couche exportée. Nous allons donc naviguer vers le répertoire de travail, vers le dossier numéro 3. Et vous allez nommer la couche exportée comme ceci. 50 puis 12 villages, somme eau disponible par village.shp. Vous enregistrez ceci. Vous pouvez conserver le système de coordonnées de référence qui est proposé par défaut, de même que l'encodage qui est proposé par défaut, donc ne modifiez pas ces paramètres. Ne modifiez d'ailleurs aucun des autres paramètres. Et vous pouvez simplement, à ce niveau-ci, donc valider votre exportation. Si l'exportation s'est réalisée correctement, en général, vous avez ce type de message qui apparaît dans votre interface de visualisation spatiale. Et vous pouvez vérifier, bien évidemment, dans le panneau latéral de gauche, couche, qu'une nouvelle couche d'information est bien venue s'ajouter et qu'elle correspond au nom de la couche que vous venez d'exporter, dans ce cas-ci 50 puis 12 villages, somme de l'eau disponible par village. Alors afin d'y voir plus clair dans votre interface de visualisation spatiale, vous pouvez éventuellement désactiver les anciennes couches dont vous n'aurez plus besoin, à savoir dans ce cas-ci 50 puis 12 villages, de même que par exemple 50 puis autour de Dinanguru qui était la couche initiale de départ, pour ne conserver que la couche résultant de l'exportation 50 puis 12 villages, somme de l'eau disponible par village, qui est donc bien présente dans mon interface et dont la table d'attributs doit contenir toutes les informations désirées.
y compris les informations de la deuxième jointure, les informations de la jointure attributaire, ces informations qui sont enregistrées de manière permanente dans cette table. Et si nous allons voir les propriétés de cette couche d'informations, et en particulier dans le menu jointure, eh bien vous voyez qu'il n'y a pas de jointure dans cette couche d'informations. De cette manière, vous vous rendez compte que les informations présentes dans ces deux colonnes, J2 et J2 à ce niveau-ci, sont effectivement enregistrées de manière permanente dans cette table d'attributs et ne sont plus associées à la présence d'une jointure attributaire dans les propriétés de la couche. C'est pour ça que nous avons donc exporté la couche précédente vers cette nouvelle couche d'information, afin que ces deux colonnes ne soient plus dépendantes de la présence d'une jointure dans la couche d'information. Vous pouvez comme d'habitude sauvegarder votre projet QGIS. Et ceci termine l'étape numéro 5 du schéma des opérations. Et nous allons pouvoir passer à l'étape numéro 6 qui correspond à l'utilisation de la calculatrice de champ. Passons donc à l'étape 6 du schéma des opérations qui correspond à l'utilisation de la calculatrice de champ. Alors cette calculatrice de champ, elle permet de réaliser des calculs intercolonnes dans une table d'attributs d'un fichier vectoriel. Dans le cadre de l'exercice Mali, nous allons utiliser cette calculatrice de champ pour calculer d'une part le besoin en eau totale par village, identifié à ce niveau-ci dans le schéma des opérations. Ce besoin en eau totale par village correspondra assez simplement au produit de la démographie par village fois le besoin en eau par habitant par village. Et de manière plus importante, cette calculatrice de champ nous permettra de calculer l'indice de satisfaction en eau par village. Cet indice de satisfaction en eau par village correspondra au quotient de la somme de l'eau disponible par village divisé donc par le besoin en eau totale par village. Donc somme de l'eau disponible par village divisé par le besoin en eau totale par village. Afin de mieux comprendre cette formule, nous pouvons prendre un exemple. Imaginons que le besoin en eau totale par village soit de 100 et que la somme de l'eau disponible par village soit de 50. Eh bien, nous aurons donc 50 divisé par 100, c'est-à-dire 50%, soit la moitié des besoins qui seront rencontrés par la somme de l'eau disponible. L'utilisation de cette calculatrice nous permettra de produire le fichier 50 puis 12 villages somme de l'eau disponible par village, donc le même fichier que celui qui est utilisé en entrée, mais ce fichier contiendra des informations supplémentaires dans la table d'attributs, avec une colonne qui va correspondre aux besoins et une colonne qui va correspondre à l'indice de satisfaction en eau par village. L'utilisation de cette calculatrice de champ de la table d'attributs, de même que des consignes supplémentaires spécifiques à l'exercice Mali, sont disponibles à partir de la page 124 du manuel de formation, section 7.9.3.1, tel que vous le voyez maintenant à l'écran. Commençons dans un premier temps par calculer les besoins en eau totale par village, qui correspondent donc au produit de la démographie du village par les besoins en eau par habitant du village. Nous allons nous rendre dans la table d'attributs du fichier 50 puis 12 villages, somme de l'eau disponible par village. Clic droit, ouvrir la table d'attributs. Et l'outil de calculatrice de champ est disponible sous la forme d'un bouton à ce niveau-ci. Ouvrir la calculatrice de champ. Vous pouvez donc ouvrir cette calculatrice, dont l'interface ressemble à ceci. Vous aurez donc la possibilité soit de créer un nouveau champ ou une nouvelle colonne, soit de mettre à jour une colonne existante. Dans notre cas, nous allons créer une nouvelle colonne. Nous allons nommer cette colonne besoin underscore O. Nous allons choisir le format de cette colonne qui va finalement conditionner le type de valeur qui pourra être enregistré dans cette colonne. Et typiquement, si vous vouliez que cette colonne puisse accueillir des nombres décimaux, c'est-à-dire des nombres à virgule, eh bien vous devriez choisir nombre décimal comme type. Dans notre cas, la colonne besoin O sera le produit de deux nombres entiers, les chiffres de démographie et les chiffres de besoin en eau par personne au sein des villages. Et donc cette colonne ne devra accueillir que des nombres entiers. Nous pouvons donc choisir le format entier 32 bits. La distinction entre les formats 32 et 64 bits ne sera pas commentée dans le cadre de cette vidéo.
Et vous allez pouvoir choisir ici la longueur du nouveau champ. Dans notre cas, une valeur de 5 sera suffisante. Cette valeur va conditionner le nombre de chiffres pouvant apparaître dans cette colonne. La précision correspond au nombre de chiffres autorisés après la virgule, et dans notre cas, comme nous avons choisi le type entier, nous n'avons pas la possibilité de modifier cette précision. Ce paramètre est donc désactivé. Ce paramétrage va donc conditionner le type d'information qui pourra être enregistré dans la colonne besoin eau, et il nous reste à écrire dans cette fenêtre-ci la formule mathématique qui sera utilisée pour calculer les besoins en eau. Alors comme nous l'avons commenté précédemment, cette colonne besoin en eau sera le résultat du produit de deux autres colonnes. La colonne J1 démographie, qui contient une information sur le nombre de personnes dans chacun des villages, et la colonne J1 besoin, qui contient donc une information sur les besoins en eau par personne au sein des villages. Alors dans la calculatrice de champ, pour pouvoir écrire cette formule mathématique facilement, nous allons utiliser à ce niveau-ci le menu champ et valeurs, qui va nous permettre de sélectionner les en-têtes de colonne. Dans ce cas-ci, J1 démogra, double-clic afin de faire passer l'en-tête de cette colonne à ce niveau-ci, que nous allons donc multiplier grâce à ce bouton-ci par la colonne J1 besoin. Alors pour écrire ce type de formule, il est vivement conseillé d'utiliser les différents boutons et menus disponibles dans l'interface plutôt que d'écrire la formule manuellement, puisque si vous procédez manuellement, le risque de faire une erreur de syntaxe dans l'écriture de la formule est relativement élevé. Une fois que vous avez écrit la formule désirée, vous pouvez vérifier sa validité. Si une valeur apparaît au niveau de l'information prévisualisation, cela veut dire que QGIS comprend votre formule et est capable de réaliser le calcul souhaité. A l'inverse, si vous avez fait une erreur de syntaxe dans la rédaction de votre formule, eh bien la prévisualisation sera vide ou alors vous aurez un message d'erreur à ce niveau-ci. Après avoir vérifié le paramétrage de l'ensemble de cette interface, vous pouvez ensuite simplement valider et ensuite vérifier dans la table d'attributs la présence d'une nouvelle colonne qui s'appellerait besoin eau. Nous allons donc nous déplacer dans la partie droite de la table d'attributs et nous voyons qu'en effet, une nouvelle colonne besoin eau est venue s'ajouter et que cette colonne correspond au produit des deux colonnes précédentes, J1 démographie et J1 besoin. Vous pourriez éventuellement refaire le calcul manuellement ou à l'aide d'une calculatrice pour vérifier que QGIS a réalisé le calcul correctement. Nous venons donc de réaliser ce calcul de besoin en eau totale par village via l'utilisation de cette formule-ci. Et nous allons maintenant calculer l'indice de satisfaction en eau par village, qui correspondra donc au quotient de la somme de l'eau disponible par village, divisé par les besoins en eau totale par village, c'est-à-dire divisé par la démographie du village fois les besoins en eau par habitant du village. Dans la calculatrice de champ, cette formule pourra donc s'écrire comme ceci. La somme de l'eau disponible par village correspond à la colonne J de somme, que nous allons donc diviser par le produit de la démographie par les besoins en eau par habitant dans un village. Nous allons donc utiliser à nouveau la calculatrice de champ. Nous allons créer un nouveau champ que nous allons appeler cette fois-ci indice. Alors attention cette fois-ci à choisir le bon type d'information qui pourra être encodé dans cette colonne indice et à choisir le format nombre décimal réel, puisque cette colonne indice va accueillir des informations issues d'un quotient de deux nombres, et donc potentiellement nous nous attendons à obtenir des chiffres décimaux. Pour que ces chiffres décimaux ne soient pas automatiquement arrondis à l'unité par QGIS, il est donc important de choisir le format nombre décimal. Une longueur de 5 dans notre cas sera suffisante, puisque nous aurons des valeurs relativement petites, et une précision de 3, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule, devrait également être suffisant dans ce cas de figure. Il nous reste donc à écrire la formule souhaitée dans cette interface, comme précédemment, en accédant ici au menu champ et valeurs. La formule souhaitée étant celle-ci, J de somme divisé par le produit de J1 démogra fois J1 besoin. Nous retrouvons J de somme à ce niveau-ci, divisé par, ouvrir la parenthèse, J1 démogra, multiplié par J1 besoin.
Donc vous voyez qu'actuellement l'expression est invalide puisque la parenthèse n'a pas été fermée. Nous refermons donc la parenthèse et l'expression devient valide avec la prévisualisation d'une des réponses possibles pour une des lignes de la table d'attributs. Après avoir vérifié le paramétrage de cette interface, vous pouvez donc valider ce calcul et vous rendre à nouveau dans la partie droite de la table d'attributs pour vérifier la présence d'une nouvelle colonne appelée indice qui contient des chiffres décimaux avec 3 chiffres après la virgule dans ce cas-ci. Alors par sécurité, une fois que vous avez terminé les calculs dans la table d'attributs, vous pouvez sauvegarder ces modifications à l'aide de la disquette à ce niveau-ci. Donc c'est la disquette de la table d'attributs. Et vous pouvez sortir du mode édition de la table d'attributs en cliquant sur le crayon jaune, ce qui va rendre votre table d'attributs immodifiable. Si vous ne réalisez pas cette opération, eh bien vous risquez de rester en mode édition et de modifier par inadvertance certaines valeurs de votre table d'attributs, ce qui n'est pas souhaitable. Il est donc important de sortir du mode édition, dans lequel vous êtes rentré automatiquement sans vous en rendre compte tout à l'heure en activant l'outil de calculatrice de champ. Remarquez que le paramétrage correct de la calculatrice de champ pour cette dernière opération, le calcul de l'indice, est également présenté à la figure 62 du manuel de formation, page 126. Si vous obtenez dans la colonne indice des valeurs entières, 0, 1 ou 2 par exemple, cela signifie que vous avez mal paramétré le format de votre colonne indice, en oubliant de sélectionner un format de type nombre décimal. Vous pourrez donc refaire cette étape de l'exercice. Alors prenez peut-être quelques secondes pour essayer de bien comprendre à quoi correspondent les différentes valeurs d'indice. Alors typiquement, si l'indice de satisfaction en eau par village a une valeur de 1, cela veut dire que la somme de l'eau disponible par village correspond aux besoins en eau totale par village. Si nous avons une valeur d'indice de satisfaction inférieure à 1, cela signifie que l'eau disponible est plus petite que les besoins en eau. Et par contre, si nous avons un indice de satisfaction supérieur à 1, cela signifie que l'eau disponible dans les puits les plus proches du village est plus importante que les besoins en eau du village. Et typiquement, si la valeur de l'indice est égale à 2, cela signifie qu'il y a 2 fois plus d'eau disponible dans les puits autour d'un village que des besoins en eau dans ce village. Alors nous pouvons jeter un œil rapidement aux valeurs de cet indice et classer les observations par ordre croissant ou décroissant pour identifier à ce niveau-ci le village qui va présenter l'indice de satisfaction en eau le plus faible avec 0,14 et ce village correspond comme vous le voyez au village de Yoro. Dans ce village, seuls 14% des besoins seront couverts par l'eau disponible dans les puits les plus proches. A l'inverse, si nous regardons donc les valeurs les plus élevées de l'indice, nous voyons que celle-ci correspond à une valeur supérieure à 2 pour le village de Takuba, qui ne rencontrera donc aucun problème d'approvisionnement en eau suite à l'instauration de la nouvelle règle d'accès à l'eau. Et nous pouvons identifier un village intermédiaire, par exemple à ce niveau-ci, le village de Kolinki, dont la valeur d'indice se rapproche de 1, ce qui signifie donc que l'eau disponible dans les puits correspondra tout juste aux besoins de ce village. Ceci clôture donc l'étape numéro 6 du schéma des opérations, avec maintenant à notre disposition un fichier shapefile qui contient, dans une colonne de la table d'attributs, l'indice de satisfaction en eau par village. Nous allons maintenant pouvoir passer à l'étape numéro 7 du schéma des opérations, qui correspond à la réalisation d'un graphique de type nuage de points, des besoins en eau par village en fonction de l'eau disponible par village, avec l'extension DataPlotly. Alors le manuel de formation présente une autre possibilité pour créer ce type de graphique nuage de points, via l'utilisation de script R dans QGIS, R étant un logiciel open source bien connu de traitement de données, qui est accessible à travers quelques manipulations d'installation, à travers l'interface de QGIS. Le manuel de formation donne quelques informations à ce propos, mais nous ne rentrerons pas dans ces détails dans le cadre de cette vidéo. Nous nous contenterons d'utiliser l'extension DataPlotly. Alors l'utilisation de cette extension DataPlotly est documentée à la page 115 du manuel de formation, section 7.9.2.1, qui
qui vous indique que dans le cas de l'exercice Mali, Dataplotly sera utilisé pour créer deux graphiques de types différents, un graphique de type histogramme et un graphique de type nuage de points. Et nous allons dans un premier temps nous concentrer sur le graphique de type nuage de points, tel que présenté à l'instant dans le schéma des opérations. Alors dans l'interface de QGIS, pour accéder à cette fonctionnalité Dataplotly, qui dépend donc d'une extension, vous allez devoir vous rendre dans le menu Extensions, Installer, Gérer les extensions, rechercher cette extension par son nom Dataplotly, identifier cette extension, l'installer si vous ne l'aviez pas encore fait, et ensuite l'activer en cochant la case correspondante. Dans mon cas, cette extension était déjà installée. Si vous ne l'aviez pas encore installée, vous aurez accès à ce niveau-ci à un bouton d'installation de cette extension. Après installation et activation de l'extension, vous pouvez donc fermer cette fenêtre et rechercher cette fonctionnalité dans l'interface QGIS. Dans mon cas, cette fonctionnalité, cette nouvelle extension est venue s'installer sous la forme d'un bouton à ce niveau-ci, comme vous le voyez. Cette fonctionnalité s'installe également dans le menu Traitement boîte à outils de traitement, effacer éventuellement toute information qui apparaîtrait ici dans le menu de recherche, et vous voyez que cette fonctionnalité Dataplotly apparaît également à ce niveau-ci. Vous pouvez donc accéder à cette fonctionnalité à ce niveau-ci et arranger la fenêtre de cette extension comme cela vous arrange le mieux dans votre interface. Alors vous voyez que cette interface de Dataplotly vous permet d'accéder à différents types de graphiques. 2D histogramme, bar plot, box plot, contour plot, histogramme, pie chart, polar plot, radar plot, scatter plot, ternary plot et violin plot. Et dans notre cas, dans un premier temps, nous allons réaliser un scatter plot, c'est-à-dire un graphique sous la forme d'un nuage de points. Nous choisissons donc le type de graphique que nous voulons construire. Nous allons donc ensuite sélectionner à ce niveau-ci la couche d'information qui contient dans sa table d'attributs les deux variables que nous voulons utiliser pour la création du graphique de type nuage de points. Cette couche d'information dans ce cas-ci sera la couche 50 puits 12 villages somme de l'eau disponible par village. Et dans notre cas, nous voulons réaliser un graphique qui va représenter sur l'axe des X la somme de l'eau disponible, c'est-à-dire J de somme. Et selon l'axe Y, les besoins en eau totale par village, c'est-à-dire la colonne besoin eau que nous avons calculée précédemment. Nous pouvons ensuite éventuellement modifier les propriétés de la légende, les couleurs, etc. du graphique. Nous allons dans notre cas simplement supprimer le titre de la légende. Et nous allons passer à la deuxième étape de création du graphique via ce bouton-ci, qui va notamment nous permettre de donner un titre à l'axe X, un titre à l'axe Y et un titre à notre graphique. Par exemple, le titre Étude de la satisfaction en eau des 12 villages autour de Dinangourou. Vous avez toute une série d'options supplémentaires que nous allons laisser par défaut. Et nous allons ensuite pouvoir passer à la création du graphique en tant que tel sur base du paramétrage que nous venons de définir via le bouton Créer le graphique qui, après un certain temps, va nous amener dans cette troisième partie de l'interface de création du graphique, à ce niveau-ci, avec donc la présentation du graphique tel que nous l'avons paramétré. Et vous pouvez remarquer que ce graphique est interactif puisqu'il vous permettra d'analyser les différentes valeurs présentes dans le graphique. Alors si vous n'êtes pas satisfait de la représentation de ce graphique, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière à la première ou à la deuxième étape, de modifier certains paramètres, par exemple de donner des titres d'axes plus explicites, par exemple pour l'axe Y, besoin en eau totale par village, et pour l'axe des X, eau totale disponible par village. Vous pourrez ensuite demander d'effacer le graphique précédent. Cette étape est importante, donc effacer le graphique précédent, ou sinon les différents graphiques que vous allez générer vont se superposer les uns sur les autres, ce qui ne sera pas très lisible. Et vous pouvez donc demander la création d'un nouveau graphique sur base du nouveau paramétrage, avec cette fois-ci des titres d'axes plus explicites. Une fois que vous êtes satisfait de votre graphique, vous avez la possibilité de l'exporter ici en format image ou en format HTML. Et si nous l'exportons en format image, par exemple dans le répertoire de travail numéro 3,
vous remarquerez que ce graphique est maintenant disponible en format image dans votre dossier numéro 3 à ce niveau-ci. Et vous pourrez par exemple, de cette manière, très facilement importer cette image dans un document Word par exemple. Dans ce graphique, les villages correspondant aux points se rapprochant de la diagonale qui est donc présente à ce niveau-ci sont les villages pour lesquels les besoins en eau sont similaires à l'eau disponible par village. L'ensemble des villages qui seront au-dessus de cette diagonale sont donc les villages pour lesquels les besoins en eau seront supérieurs à l'eau disponible par village. Ce sont donc les villages qui vont rencontrer un problème de déficit en eau. Et inversement, les villages qui sont en dessous de cette diagonale sont les villages pour lesquels les besoins en eau sont inférieurs à l'eau disponible par village. Ce sont donc les villages pour lesquels il n'y aura aucun problème d'approvisionnement en eau. Nous pouvons donc maintenant fermer cette interface Dataplotly et remarquer, si nous reprenons le schéma des opérations de l'exercice Mali, que cette étape numéro 7 est présente à ce niveau-ci du schéma. C'est ce que nous venons de réaliser, un graphique de type nuage de points. Mais cette étape numéro 7 est également présente à ce niveau-ci, avec cette fois-ci la possibilité de réaliser un graphique de type histogramme de la distribution de la fréquence des débits des 50 puits, toujours avec l'extension Dataplotly. La création de ce deuxième graphique est également documentée à la page 115 du manuel de formation, section 7.9.2.1, à ce niveau-ci. Et la création de ce graphique de type histogramme nous permettra de nous faire une idée sur la distribution de la fréquence des débits des 50 puits à partir de la couche 50 puits autour de Dinangourou. De manière similaire à ce qui a été fait précédemment, nous allons réutiliser l'extension Dataplotly. Nous allons l'utiliser pour créer un nouveau graphique. Nous allons effacer le graphique précédent. Nous pouvons donc choisir le type de graphique, cette fois-ci histogramme. Graphique qui sera réalisé à partir de la couche d'information 50 puits autour de Dinangourou, en choisissant comme champ de valeur X la colonne débit puits. Nous allons conserver par souci de rapidité l'ensemble des paramètres par défaut, et nous pouvons ensuite demander la création d'un graphique. Nous avons de cette manière produit un graphique de type histogramme. Si l'extension Dataplotly semble bugger à certains moments, et qu'il vous paraît impossible de réaliser un graphique correctement, vous pouvez toujours réinstaller cette extension Dataplotly à partir du menu Extensions, Installer, gérer les extensions, sélectionner l'extension et demander simplement une réinstallation de l'extension qui va donc la réinitialiser et devrait en principe permettre de solutionner les bugs que vous rencontreriez. Pour rappel, la création de ce type de graphique avec l'extension Dataplotly est renseignée dans le manuel de formation à partir de la page 115 et ce jusqu'à la page 120 avec ici le graphique de type histogramme et ensuite le graphique de type nuage de points qui est présenté ici à la page 120. Ceci clôture donc les deux étapes numéro 7 du schéma des opérations et nous allons pouvoir passer à l'étape numéro 8. Étape numéro 8 qui correspond à une deuxième jointure par attribut. Alors, lors de cette huitième étape du schéma des opérations, nous allons donc réaliser une deuxième jointure par attribut qui va permettre d'ajouter dans le fichier de départ 12 villages autour de Dinangourou des informations provenant de l'ensemble des calculs que nous avons fait précédemment. Et en particulier, cette jointure par attribut nous permettra de rapatrier dans le fichier sur les 12 villages l'information sur l'indice de satisfaction en eau par village. Alors pourquoi cette deuxième jointure par attribut est-elle nécessaire? Eh bien simplement parce que si nous voulons représenter sur la carte chacun des villages avec une symbologie qui va varier en fonction de cette information sur l'indice de satisfaction en eau, nous avons besoin que cette information sur l'indice de satisfaction en eau soit présente dans le fichier de départ des 12 villages autour de Dinangourou. En effet, actuellement, ce n'est pas encore le cas, puisque cette information sur l'indice de satisfaction en eau par village, elle est présente dans le fichier 50 puits 12 villages, somme de l'eau disponible par village.
c'est-à-dire ce fichier-ci, 50 puits, 12 villages, somme de l'eau disponible par village, qui est un fichier qui spatialement correspond à la localisation des 50 puits. Et nous voyons que c'est bien dans ce fichier que nous avons pour le moment l'information sur l'indice de satisfaction en eau. L'utilisation de ce fichier ne permettrait donc pas de représenter chacun des 12 villages avec une symbologie qui serait basée sur l'indice de satisfaction en eau des villages. Si nous regardons dans le fichier de départ 12 villages autour de Dinanguru, nous voyons que cette information sur l'indice de satisfaction en eau des villages est actuellement absente. Et donc, nous allons utiliser le principe de jointure attributaire pour faire passer cette information de l'indice de satisfaction en eau par village, depuis le fichier 50 puits 12 villages somme de l'eau disponible, vers le fichier 12 villages autour de Dinanguru. De cette manière, nous aurons donc une colonne supplémentaire avec les valeurs de l'indice à ce niveau-ci. Vous savez maintenant comment réaliser une jointure par attribut ou une jointure attributaire, ce que nous allons donc réaliser rapidement. Nous réalisons un clic droit sur la couche de base, donc la couche dans laquelle nous voulons ajouter des informations. Dans ce cas-ci, la couche 12 villages autour de Dinanguru. Nous allons accéder aux propriétés de cette couche. Nous avons accès à ce niveau-ci au menu jointure. Et nous allons donc pouvoir ajouter à ce niveau-ci une jointure avec des informations qui proviendront de la couche 50 puits 12 villages, somme de l'eau disponible par village, qui est donc la seule couche qui contient l'information sur l'indice de satisfaction en eau. Nous devons identifier les champs de jointure dans la table jointe. Dans ce cas-ci, nous allons utiliser comme colonne commune J1 village. Et dans la couche cible, c'est-à-dire la couche de départ dans laquelle nous voulons intégrer une information supplémentaire. Cela correspondra donc à la colonne village. Nous allons à ce niveau-ci sélectionner le champ que nous voulons joindre à travers cette jointure. Et dans ce cas-ci, la seule information que nous voulons ajouter dans la table de départ est donc la colonne indice, que je sélectionne à ce niveau-ci. Nous pouvons éventuellement personnaliser le préfixe du nom du champ joint. Afin de respecter la logique de l'exercice, nous allons appeler ce préfixe J3 underscore, puisque cela correspond à notre troisième jointure au total. Après vérification du paramétrage de cette interface de jointure attributaire, vous pouvez donc valider cette fenêtre. La jointure va donc apparaître dans cette interface. Vous pouvez ensuite valider la réalisation de cette jointure. Et comme toujours, après avoir réalisé une opération dans QGIS, nous allons vérifier que cette opération s'est réalisée correctement. Et donc, dans ce cas-ci, nous allons vérifier dans la table 12 villages autour de Dinanguru, via un clic droit, ouvrir la table d'attributs, si les valeurs de l'indice sont bien venues s'ajouter dans ce fichier de départ sur les 12 villages. Et nous voyons effectivement à ce niveau-ci la colonne J3, le préfixe J3 underscore indice. Nous avons donc maintenant une table qui va représenter spatialement les 12 villages, dans laquelle nous avons l'information sur l'indice de satisfaction en eau pour chacun des villages. À partir du moment où cette information est disponible dans cette table, eh bien nous allons pouvoir l'utiliser pour faire varier la symbologie des villages en fonction de cette valeur d'indice. Je peux maintenant fermer cette table d'attributs. Nous avons donc maintenant à disposition la couche 12 villages autour de Dinanguru avec une jointure dans la table d'attributs contenant l'indice de satisfaction en eau par village. Nous allons donc maintenant pouvoir passer à l'étape suivante, la dernière étape de cette première partie de l'exercice, l'étape numéro 9 du schéma des opérations, qui va consister en la réalisation d'une carte sommaire représentant les 12 villages et les 50 puits, tout en choisissant une symbologie adaptée à l'objectif de l'exercice. Passons donc à cette 9e étape qui va nous permettre de représenter les résultats de cet exercice d'une manière pertinente, visuellement parlant. Afin d'obtenir une représentation pertinente de résultats, nous aurons à choisir la symbologie de deux couches d'informations
comme ceci. Pour la couche sur les 12 villages, nous allons faire varier la couleur des villages en fonction de la valeur de l'indice de satisfaction en eau des villages, avec du rouge pour les villages présentant un indice de satisfaction en eau faible, et du bleu pour les villages présentant un indice de satisfaction en eau plus élevé. Nous pourrons également faire apparaître pour chacun des villages une étiquette ou un label qui va reprendre le nom des villages et entre parenthèses la valeur de l'indice de satisfaction en eau du village. Et nous pourrons représenter les 50 puits en bleu avec une taille de symbole qui va varier en fonction du débit de chacun des puits. Le résultat attendu est celui présenté à la page 128 à la figure 63 et déjà présenté en introduction de cet exercice. Les consignes pour arriver à ce résultat sont présentées à partir de la page 127 du manuel de formation, dans l'encadré qui apparaît actuellement à l'écran. Vous pourrez dans votre interface ne conserver que deux couches d'informations visibles. D'une part, la couche d'information 50 puits autour de Dinangourou, qui est donc la couche d'information de départ sur les 50 puits, et dont la symbologie correspond déjà à ce qui est attendu dans la représentation cartographique. Et puis, d'autre part, nous pouvons considérer la couche 12 villages autour de Dinangourou, dont nous allons devoir faire varier la couleur en fonction de la valeur de l'indice de satisfaction en eau. Alors pour modifier la symbologie de cette couche d'information, je vais donc simplement faire un clic droit Propriétés, accéder à ce niveau-ci à l'onglet Symbologie. Nous allons dans un premier temps choisir le type de symbologie qui nous intéresse. Dans notre cas, nous voulons faire varier la couleur des entités spatiales en fonction de la valeur de l'indice de satisfaction en eau, c'est-à-dire en fonction d'une valeur chiffrée. Et donc dans ce cas, nous allons utiliser une symbologie de type gradué. Nous allons ensuite identifier à ce niveau-ci la colonne qui contient l'information à partir de laquelle nous voulons faire varier la symbologie. Dans notre cas, il s'agira de la colonne J3 indice. C'est ce paramétrage qui va donc nous permettre de faire varier la couleur des entités spatiales sur base de la valeur de l'indice de satisfaction en eau. Nous pouvons conserver le symbole maison à ce niveau-ci. Ce symbole pourrait éventuellement être modifié à l'aide de ce menu, en sélectionnant symbole SVG à ce niveau-ci, et en se rendant dans cette partie de l'interface où vous avez notamment accès à toute une série d'autres images SVG. Mais nous n'allons pas modifier ce symbole actuellement. Alors remarquez que vous avez deux grandes méthodes de symbologie graduée. Vous pouvez faire varier soit la couleur, soit la taille des symboles en fonction d'une valeur de la table d'attributs, dans ce cas-ci l'indice. Nous avons donc décidé dans notre cas de faire varier la couleur des symboles en fonction de la valeur de l'indice. Nous choisissons donc la méthode couleur. Une fois la méthode couleur choisie, vous avez accès à ce niveau-ci à une palette de couleurs que vous pourrez modifier à ce niveau-ci avec toute une série de palettes de couleurs prédéfinies disponibles à ce niveau-ci ou encore à ce niveau-ci. Il est donc important de se poser la question de savoir quelle palette de couleurs serait la plus pertinente pour la représentation de l'indice de satisfaction en eau, qui présente des valeurs variant autour de 1, entre 0 et 2 plus ou moins. Une manière pertinente de représenter les villages serait de représenter les villages qui ont un problème de satisfaction en eau en rouge, le rouge étant traditionnellement associé à un problème, et les villages qui n'ont aucun problème d'approvisionnement en eau en bleu. Les villages intermédiaires, avec une valeur d'indice de 1 par exemple, pourraient être représentés dans une couleur intermédiaire, par exemple le blanc ou le jaune. À nous maintenant de rechercher une palette de couleurs adaptée à cette logique. Nous allons rechercher ici dans tous les dégradés de couleurs et nous voyons cette palette de couleurs RDBU, Red Blue, qui va donc passer du rouge au bleu en passant par le blanc. Cette palette de couleurs nous semble adaptée à notre problématique. Notez que potentiellement vous pourriez inverser cette palette de couleurs si vous l'estimiez nécessaire via un clic droit, inverser la palette de couleurs. Mais dans notre cas, le rouge doit correspondre aux valeurs d'indice les plus faibles et donc nous allons conserver cette palette de couleurs-ci. Alors vous voyez que actuellement par défaut les valeurs présentes ici ne correspondent pas aux valeurs de l'indice de satisfaction en eau qui varie entre 0 et 2 plus ou moins. Et donc pour mettre à jour ces gammes de valeurs, vous devez simplement cliquer sur le bouton Classer.
Les valeurs apparaissant à ce niveau-ci sont donc mises à jour sur base des valeurs qui sont effectivement présentes dans la colonne J3 indice. Et comme vous le voyez, ces valeurs varient de 0,14 à 2,09 dans ce cas-ci. Vous remarquerez que toute une série d'options sont disponibles concernant la définition des différentes classes de valeurs de la symbologie à ce niveau-ci et via une série d'options à ce niveau-ci. Vous pourrez notamment définir le nombre de classes souhaitées à ce niveau-ci et actualiser la classification via ce bouton-ci. Vous pourriez également vouloir modifier ces valeurs manuellement à ce niveau-ci. Idéalement, il serait préférable d'obtenir une symbologie dont les valeurs sont symétriques autour de la valeur neutre, dans ce cas-ci autour de 1. La valeur de 1 qui correspondra donc à la couleur blanche dans ce cas-ci. Nous pouvons donc modifier manuellement les différentes valeurs associées aux différentes classes. Dans ce cas-ci, j'ai choisi 5 classes. Avec, par exemple, après modification manuelle, la première classe qui va de 0 à 0,5, la deuxième de 0,5 à 0,75, la troisième de 0,75 à 1,25, la quatrième de 1,25 à 1,5 et la cinquième de 1,5 à 1,75 ou 1,75. Une fois que vous êtes satisfait de votre symbologie, vous pouvez simplement valider cette fenêtre et voir le résultat dans votre interface. Dans ce cas-ci, nous voyons que la taille des symboles village est beaucoup trop petite, et donc nous allons vouloir modifier cette taille pour l'ensemble des symboles. Je retourne dans les propriétés de ma couche village, et vous allez pouvoir modifier la taille du symbole à ce niveau-ci, et remplacer la taille de 3 par défaut par une taille beaucoup plus grande, par exemple 15. Vous pouvez appliquer cette modification, voir ce que ça donne dans votre interface. Cette taille semble satisfaire et donc vous pouvez simplement fermer cette fenêtre en cliquant sur OK. Nous nous rapprochons tout doucement de la représentation cartographique finale, telle que représentée dans le manuel de formation à la figure 63. Il ne nous reste plus qu'à ajouter dans les étiquettes de nom de village, entre parenthèses, la valeur des indices de satisfaction en eau de chacun des villages. Pour ce faire, quelques consignes sont données à la page 128 du manuel de TP à ce niveau-ci. Alors pour modifier les étiquettes des noms de villages et donc rajouter entre parenthèses l'information sur la valeur de l'indice, nous allons accéder via un clic droit sur la couche aux propriétés à nouveau de cette couche et nous allons nous diriger vers le menu étiquette à ce niveau-ci. Par souci de facilité, vous allez pouvoir faire un copier-coller de la syntaxe à utiliser dans l'interface d'étiquetage à partir du manuel de formation page 128. Cette syntaxe est disponible à ce niveau-ci. Je vais donc la copier et à ce niveau-ci, je vais donc pouvoir faire un paramétrage particulier concernant l'étiquette des villages. Actuellement, cette étiquette ne reprend que l'information reprise dans la colonne village de la couche village. Si je veux réaliser une étiquette plus complexe, je vais donc pouvoir accéder à ce bouton-ci et remplacer la simple mention de la colonne village par la formule qui est renseignée dans le manuel de TP, à savoir l'utilisation d'une fonction de concaténation qui est également disponible à ce niveau-ci. Et cette fonction de concaténation va nous permettre d'intégrer 4 informations pour créer une étiquette complexe qui sera basée sur d'une part la colonne village, qui va donc permettre d'afficher le nom des villages dans l'interface, qui sera suivi par un espace et une parenthèse qui s'ouvrent, dans laquelle nous allons retrouver les informations de la colonne J3 indice, c'est-à-dire les valeurs d'indice de satisfaction en eau, qui sera suivi par une parenthèse de fermeture. Nous voyons que QGIS comprend cette syntaxe et nous en donne une prévisualisation à ce niveau-ci, avec le nom du village, suivi d'un espace d'une parenthèse qui s'ouvre,
la valeur de l'indice de satisfaction en eau du village concerné, et enfin une parenthèse qui se ferme. Cette formule étant correctement comprise par QGIS, nous pouvons donc valider cette formule et enfin cliquer sur OK dans cette fenêtre. De cette manière, comme vous le voyez, nous avons les étiquettes qui sont mises à jour dans l'interface de visualisation spatiale selon la requête que nous venons d'expliquer. Cette dernière opération nous a donc permis d'arriver à un résultat qui est très similaire à celui qui est présenté dans le manuel de formation à la page 128, figure 63. Félicitations à vous, votre mission Mali est donc accomplie. Alors la contextualisation 3 contient une deuxième partie qui est très courte et qui est présentée à partir de la page 129, section 7.9.3.3. Et cette deuxième partie a pour objectif principal de vous apprendre à calculer des aires, périmètres et longueurs d'entités spatiales. Cette deuxième partie n'est pas représentée sur le schéma des opérations de la contextualisation 3 et elle devrait nous occuper quelques minutes seulement. Je vais lire avec vous la contextualisation de cette deuxième partie. Certains habitants du village de Yanlé, donc un des villages de la zone d'étude, cultivent quelques champs de coton bio, l'or blanc de l'Afrique, en plus de leurs légumes. Étant donné qu'ils reçoivent de la part des sociétés cotonnières des quantités d'engrais proportionnelles à la superficie de leurs champs de coton, ils vous ont demandé d'évaluer à l'aide de votre SIG les superficies exactes de leurs parcelles de coton. Vous avez accepté. Un rapide relevé de terrain muni d'un GPS vous a permis de produire un fichier shapefile de polygone qui s'appelle parcelle de coton bio de yanlé.shp, représentant les parcelles de coton du village. Vous allez pouvoir zoomer sur cette couche dans votre projet QGIS et il vous sera demandé de réaliser des mesures de superficie en hectares. Quelques autres consignes techniques sont données à la suite de ces indications. Nous pouvons donc jeter un œil à cette couche d'information dans notre projet QGIS. La couche d'information en question est disponible dans le panneau latéral de gauche couche à ce niveau-ci, parcelle de coton bio de Yanlé. Et pour zoomer sur cette couche, vous pouvez simplement faire un clic droit sur la couche et choisir l'option zoomer sur là où les couches. Nous arrivons donc près du village de Yanlé et nous pouvons maintenant visualiser l'ensemble des parcelles de coton bio de ce village de Yanlé. Je vous l'accorde, la forme de ces parcelles est quelque peu fantaisiste. Éventuellement, vous pouvez dézoomer quelque peu afin de vous situer plus globalement par rapport à la zone d'étude. Ceci vous permet donc de localiser le village de Yanlé par rapport aux autres villages de la zone d'étude. Je vais rezoomer sur les parcelles de coton du village de Yanlé, à ce niveau-ci. Nous avons donc un fichier shapefile avec une table d'attributs que nous pouvons ouvrir. Et la seule information actuellement présente dans cette table d'attributs est une colonne qui correspond donc au nom des maraîchers qui cultivent ces parcelles. Alors, comment faire pour calculer automatiquement les superficies ou les périmètres de chacune de ces parcelles? Le manuel de formation à partir de la page 129 vous donne quelques indications et consignes pour réaliser des mesures de superficie, périmètre et longueur correctement. Et on vous indique notamment que lors de la réalisation de ce type de mesure, il faut distinguer deux éléments, les unités utilisées d'une part, qui peuvent être par exemple des mètres, des kilomètres, des hectares, des kilomètres carrés, etc. Et le système de coordonnées dans lequel est réalisée la mesure. Ce système de coordonnées pourra impacter les valeurs obtenues. La gestion de ces deux éléments, donc les unités et les systèmes de coordonnées, est décrite dans les sections suivantes. Nous allons voir dans un premier temps comment gérer les unités utilisées pour des mesures de surface ou de distance dans un projet QGIS. Et pour ce faire, nous allons aller dans les propriétés du projet QGIS, donc onglet Projet, Propriétés, onglet Général, et ensuite Mesures. Et vous allez voir qu'à ce niveau-ci, vous allez pouvoir choisir les unités pour les mesures de distance et les unités pour les mesures de superficie. Pour les mesures de distance, vous pourriez choisir des mètres, des kilomètres, des pieds, des yards, etc. Et pour les mesures de superficie, vous pourriez choisir des mètres carrés, des kilomètres carrés, des pieds carrés, etc. Et pourquoi pas des hectares. Et dans notre cas, comme nous allons mesurer des superficies de parcelles agricoles, les hectares sont probablement l'unité la plus adaptée. Nous choisissons donc des hectares.
D'autres options sont disponibles concernant le paramétrage des mesures, mais nous n'allons pas rentrer dans ces détails. Vous pouvez donc valider ce paramétrage en cliquant sur OK. La section suivante du manuel de formation vous indique comment gérer le système de coordonnées dans lequel est réalisée la mesure de surface ou de distance, et attire votre attention sur le fait que les deux systèmes de coordonnées SCR du projet QGIS et SCR du fichier Shapefile, dans lesquels réaliser une mesure de surface ou de distance, peuvent impacter la valeur de la mesure. Cet impact sera plus ou moins important en fonction des SCR considérés et de l'endroit de la Terre considéré. Pour réaliser une mesure la plus précise possible, il faudra donc veiller, pour une mesure de surface, utiliser un SCR qui conserve la surface, et pour une mesure de distance, utiliser un SCR qui conserve les distances. Alors nous n'allons pas rentrer beaucoup plus en détail dans ces notions de système de coordonnées en lien avec les mesures de surface et de distance, puisque ce sujet peut devenir très rapidement très compliqué. Par contre, si vous voulez en savoir plus à ce propos, je vous renvoie à la documentation officielle de QGIS qui est disponible en ligne et à laquelle vous pourrez accéder via ce lien. Si vous êtes amené à faire ce genre de mesures de superficie ou de distance, je vous invite également à lire la suite de la section de ce manuel de formation qui vous donnera quelques informations supplémentaires. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous contenter de suivre les indications qui sont reprises dans l'introduction de la contextualisation 3 deuxième partie, au niveau de cet encadré vert, page 129. Nous avons déjà correctement paramétré les unités de mesure de superficie, des hectares, et l'on nous demande également de reprojeter le fichier parcelle de coton bio yanley.shp dans un système de coordonnées projeté adapté à la zone étudiée. Dans ce cas-ci, en particulier, donc le système WGS84 UTM zone 30 Nord, qui est donc un système de coordonnées projeté, identifié par le code EPSG 32630. Alors nous pouvons vérifier le système de coordonnées actuel de ce fichier parcelle de coton bio de Yanley via un clic droit sur la couche Propriétés. Nous nous rendons compte que le système de coordonnées actuellement utilisé pour ce fichier est le EPSG 4326WGS84, qui est un système de coordonnées géographiques peu adapté à la réalisation de mesures de superficie. Et donc nous allons réaliser une reprojection de cette couche d'information vers un système de coordonnées plus adapté. Alors attention, pour passer d'un système de coordonnées à un autre pour une couche vectorielle ou raster, il pourrait être tentant de le faire via le menu déroulant qui apparaît à ce niveau-ci, mais cette opération n'est absolument pas autorisée dans ce cas-ci, puisque cette opération remplacerait simplement le système de coordonnées actuel par un autre système de coordonnées, sans appliquer les transformations mathématiques nécessaires pour passer correctement d'un système vers un autre. Alors, pour que la transformation d'un système de coordonnées vers un autre système de coordonnées puisse se faire correctement, il faut utiliser une fonction qui s'appelle la fonction reprojeter une couche pour les couches vectorielles. Je peux sortir de cette fenêtre et je vais donc chercher la fonction de reprojection d'une couche vectorielle que je peux trouver dans le menu Vecteur, Data Management Tools, reprojeter une couche. Voici l'interface de cette fonction de reprojection d'une couche vectorielle. Je vais donc identifier la couche que je veux reprojeter, à savoir la couche parcelle de coton bio de Yanley, qui est donc actuellement dans le système EPSG 4326, et je vais à ce niveau identifier le système de coordonnées de référence cible, c'est-à-dire le système de coordonnées dans lequel je veux reprojeter la couche. Alors nous avions identifié le système de coordonnées EPSG 32630 tout à l'heure comme système de coordonnées cible et nous allons pouvoir donc le retrouver à ce niveau-ci. Vous pouvez utiliser le menu filtre et simplement taper le code du système de coordonnées souhaité, 32630. Voici ce système qui est donc le système UTM zone 30 Nord. Nous pouvons vérifier via cette illustration que le système de coordonnées sélectionné, dont la zone de validité est identifiée par le rectangle rose, superpose bien notre zone d'étude dans le centre-est du Mali. Nous voyons que c'est bien le cas et donc ce système de coordonnées projeté est donc adapté par rapport à notre zone d'étude. Nous pouvons revenir à l'interface principale de la fonction de reprojection via la flèche bleue et nous pouvons sélectionner à ce niveau-ci le répertoire dans lequel nous allons enregistrer la couche reprojetée. Nous allons l'enregistrer vers un fichier permanent
Je me dirige donc vers le dossier numéro 3 du répertoire de formation et je vais choisir l'extension SHP pour un fichier shapefile. Et je vais appeler ma nouvelle couche d'information parcelle de coton bio de Yanlé, auquel je vais rajouter le nom du système de coordonnées, EPSG 32630. Je valide cet enregistrement et j'exécute la fonction. Cette fonction de reprojection s'est exécutée correctement et je peux donc fermer cette fenêtre. J'obtiens donc dans mon projet QGIS une nouvelle couche d'information, parcelle de coton bio de Yanlé, EPSG 32630. Je peux vérifier deux choses. D'une part, que la localisation des entités spatiales par rapport à la couche de départ n'a pas été modifiée, et je vois que c'est bien le cas. Et d'autre part, je peux vérifier le système de coordonnées dans lequel cette couche est exprimée actuellement, via un clic droit sur la couche, Propriétés, et je vois au niveau de l'onglet source que le système de coordonnées assigné à cette couche est bien le PSG 32630. L'opération de reprojection s'est donc déroulée correctement. Je peux donc fermer cette fenêtre. Vous pouvez sauvegarder votre projet QGIS de temps à autre, par sécurité. Et nous allons maintenant pouvoir procéder au calcul de superficie en tant que tel pour chacune de ces parcelles. Alors ce calcul de superficie se réalise dans la table d'attributs de la couche vectorielle. Nous allons donc ouvrir cette table d'attributs via un clic droit, ouvrir la table d'attributs. Et les informations de superficie vont venir s'ajouter dans la table d'attributs dans une nouvelle colonne. Ce calcul de superficie va se faire à l'aide de la calculatrice de champ que nous allons donc ouvrir. Nous allons demander la création d'un nouveau champ que nous allons appeler superficie. Nous allons choisir le format des informations qui peuvent être encodées dans cette nouvelle colonne. Et nous allons choisir le format de nombre décimal afin d'autoriser des chiffres après la virgule, puisque les unités utilisées seront des hectares et que nous souhaitons avoir une précision qui va au-delà de l'hectare. Alors nous pouvons dans ce cas-ci par exemple choisir une longueur de 7 et une précision de 3, c'est-à-dire que les calculs de superficie vont être réalisés avec une précision de l'ordre du millième d'hectare. 3 chiffres après la virgule, et il y aura donc maximum 4 chiffres avant la virgule, 7 moins 3 égale 4, ce qui veut dire que dans ce cas-ci, la parcelle la plus grande que nous pourrions mesurer avec ce type de paramétrage aurait une superficie de 9999 hectares, 999. Si vous vouliez mesurer des superficies qui sont potentiellement plus grandes que ce chiffre maximum de 9999 hectares, 999, eh bien vous pourriez simplement augmenter la longueur de ce champ à 8, 9 ou 10 par exemple. Alors pour mesurer une superficie, vous avez accès à ce niveau-ci à la fonction Area. Vous pouvez taper le nom de cette fonction à ce niveau-ci. Vous voyez que deux fonctions Area sont disponibles, une avec $, qui est la fonction que nous allons utiliser, et une autre sans $. Le descriptif de chacune de ces fonctions apparaît dans la partie droite de l'interface et sont également commentés brièvement dans le manuel de formation à la page 132 à ce niveau-ci. Vous allez également retrouver une capture d'écran du paramétrage de la calculatrice de champ. Nous allons faire un double clic sur $area. Nous voyons que QGIS comprend la syntaxe utilisée, qui est très simple dans ce cas-ci, avec une prévisualisation des valeurs pour une des entités spatiales. Dans ce cas-ci, 1 hectare, 811. Après vérification de l'ensemble du paramétrage de cette fonction, vous pouvez donc valider cette fenêtre en cliquant sur OK. Et vous voyez directement le résultat de cette opération dans la table d'attributs, avec la création d'une nouvelle colonne superficie et le calcul en hectares de la superficie de chacune des parcelles, avec, comme vous le voyez, 3 chiffres après la virgule, et donc une précision au millième d'hectare. Si vous vouliez mesurer les périmètres de chacune de ces parcelles, le principe est exactement le même, et nous allons le faire très rapidement. Vous donnez un nom à votre colonne, vous choisissez le format de la colonne,
la longueur du champ et la précision. Dans ce cas-ci, les unités de longueur que nous avions choisies tout à l'heure correspondent au mètre, et donc il est peut-être prudent à ce niveau-ci de choisir une valeur plus importante. Par contre, nous pourrions demander une précision de 0, puisque un périmètre exprimé en mètres, sans chiffre après la virgule, nous semble suffisant, dans le cas de parcelles agricoles. Nous pouvons donc rechercher la fonction périmètre. À nouveau, vous avez le choix entre périmètre avec et sans $. Nous allons prendre la première fonction et nous allons donc valider ce choix avec, comme vous le voyez, donc les informations sur le périmètre de chacune des parcelles agricoles. Une fois que vos calculs sont terminés, vous pouvez donc sauvegarder ces modifications de la table d'attributs à ce niveau-ci et ne pas oublier de sortir du mode édition de la table d'attributs en cliquant sur le crayon jaune afin de rendre la table d'attributs non modifiable. Voilà, vous savez maintenant comment mesurer des superficies et des périmètres dans QGIS, et gardez donc en tête qu'avant de réaliser ce type de mesure, vous aurez dû paramétrer correctement dans les propriétés du projet QGIS les unités de mesure pour les superficies et pour les distances, et vous aurez dû faire attention au système de coordonnées dans lequel vous réalisez ces mesures, puisque ces systèmes de coordonnées peuvent impacter directement les valeurs de mesure de superficie et de périmètre. Alors la section suivante du manuel de formation, à la page 132, vous indique comment calculer des centroïdes d'entités spatiales, que ce soit d'ailleurs des centroïdes simples ou des centroïdes forcés. Ces différentes notions sont définies dans cette section, mais étant donné que le calcul de centroïdes n'est pas directement utile pour la réalisation de l'exercice Mali, nous n'en dirons pas plus dans le cadre de cette vidéo. Les personnes intéressées pourront donc lire cette section dans le manuel de formation si elles le désirent. Voilà, j'espère que vous avez pu atteindre les objectifs de cet exercice. Vous devriez maintenant être capable dans QGIS d'utiliser des jointures spatiales ou attributaires, de calculer des statistiques à l'aide de différents outils, de réaliser des graphiques à partir de données attributaires, de réaliser des calculs intercolonnes dans la table d'attributs, et enfin de mesurer des aires et périmètres d'entités vectorielles. Et pour ma part, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.